Allez, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. On va continuer tranquillement notre le rendu de notre animation. Rappelez-vous, la semaine dernière, on a fait l'éclairage. Aujourd'hui, on va tranquillement commencer les shaders. Donc, avant de commencer ce cours, je vous rappelle que tous les cours sont disponibles sur motion-live.com dans la section ici formation. Dans cette section, vous allez pouvoir vous abonner, c'est ça qui va vraiment être intéressant, vous allez pouvoir rentrer votre nom, prénom, email et vous abonner. En vous abonnant, ça va vous donner accès à absolument tous les cours en avant-première. C'est-à-dire que vous allez recevoir par mail, 1 à 2 semaines avant, le cours en avant-première, avant tout le monde. Et en plus, vous n'en raterez aucun puisque vous le recevrez tous par mail quand il y en a un nouveau qui va sortir. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que vous allez pouvoir accéder à toutes les scènes, comme vous pouvez le voir ici, qui sont disponibles avec les cours. C'est-à-dire que par exemple, on fait le cours des shaders aujourd'hui, et bien vous pourrez télécharger la scène de Motion Live du tutoriel avec les bons shaders, ce qui vous permettra de comparer la scène modèle avec votre scène personnelle et de voir ce qui correspond, ce qu'il faut changer et comment vous pouvez encore vous améliorer et comment vous pouvez mieux comprendre le principe de la création 3D en comparant un petit peu vos créations et les créations sur des tutoriels. Ça vous permet vraiment d'évoluer beaucoup plus rapidement et ça c'est vraiment la clé pour réussir dans ce métier, c'est d'avoir un maximum de matière et de ressources pour travailler. Donc franchement n'hésitez pas, ça ne coûte rien, c'est gratuit et ça va vraiment vous permettre d'évoluer beaucoup plus rapidement. Ceci étant dit, on peut commencer le cours. Alors ici pour faire les shaders, on va commencer par le shader de l'alien puisque ça va certainement être le plus compliqué. Donc je sélectionne mon alien, d'accord, et je viens lui mettre un shader. Pour lui mettre un shader, je fais tout simplement clic droit et je fais Assign New Material, d'accord. Alors, si vous avez rajouté les high standards dans vos favorites matériels, vous pouvez le faire. Sinon, comment le faire? C'est très simple. Il vous suffit d'aller dans votre Hypershade. Donc, vous cliquez sur l'Hypershade ici. Voilà. Et en fait, si vous le souhaitez, vous pouvez ici, par exemple, vous voyez ici, vous avez favorite Maya Arnold sur n'importe quel matériel. Par exemple, là, j'ai les matériaux de Montalrey. Je peux très bien faire clic droit ici et faire Add Favorite. Et ça me permet après, quand je fais clic droit ici, de faire clic droit et favorite matériel et de venir le mettre. Donc je vais mettre un AI standard, puisque de toute façon, ce sera globalement tous les matériels qu'on va utiliser. Si vous avez votre truc un peu vert comme ça, c'est pas grave. C'est juste que Arnold n'est pas chargé. Donc ça peut arriver. Donc vous allez bien vérifier dans vos préférences et dans votre plugin manager que Arnold est bien chargé. Alors moi, il devrait être chargé puisque je vois que la fenêtre est active. Donc ouais, il est chargé, donc c'est pas ça. Donc ça peut venir de là. Si ça ne vient pas, de là, ce n'est pas grave. Vous pouvez très bien retourner dans votre Hypershade et venir glisser avec le clic de la manette sur votre. Il a galéré. Je sais pas pourquoi il fait des trucs. Il galère. Il veut pas me créer mon shader. Ouais, on a une erreur. En fait, il veut pas me connecter mon shading group et mon AI standard. Donc je vais connecter mon shading group et mon AI standard en faisant CTRL-clic de molette de l'icône à l'icône. Voilà, donc si vous avez ce problème, c'est très bizarre, c'est la première fois que j'ai ce problème depuis que je travaille sur Maya, mais aucun problème, vous glissez le out color de votre AI standard dans votre shading group AI standard 2. Maintenant, votre objet a le matériel AI standard 2, vous allez pouvoir maintenant travailler dessus tranquillement. Donc pour voir un petit peu ce que ça donne le matériel, vous pouvez simplement cliquer sur le play ici de l'Arnold Render View pour un petit peu voilà, avoir le résultat. Et donc pour être sûr que ça marche, il vous suffit simplement de changer la couleur du matériel ici. Donc vous cliquez sur votre objet et là, quand vous cliquez sur votre objet, vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, voilà, accéder au AI Standard 2 qui est ici, qu'on va renommer Shade pour Shader et Alien. Comme ça, on va bien renommer nos shaders, ça nous permettra de ne pas nous perdre justement dans notre scène. Et ici, vous allez pouvoir changer la couleur. Par exemple, si je mets une couleur rouge, voilà, et si je fais play, vous voyez qu'il est devenu orange mon alien. Alors, comment créer le shader d'un alien? Et ben, la meilleure solution pour créer un shader réaliste qui fonctionne, c'est d'avoir des références, un petit peu comme l'animation. Donc pour ça, vous allez sur internet et vous tapez Facehugger pour avoir une référence de texture. Et vous prenez ça. Je pense que là, c'est vraiment la meilleure référence de texture qu'on peut avoir. Donc, on est globalement assez blanc, vous voyez, assez beige en texture. On a une spécularité qui est très fine, c'est-à-dire qu'on a quelque chose de très dur, quelque chose de très mouillé, très humide. Et après, comme c'est quelque chose où il y a de la peau,
c'est humain, on va mettre un petit peu de transluance. Donc on va en parler juste après. D'abord, faisons juste la couleur. Donc ce jaune un peu blanc ici, qu'on va pouvoir gérer ici si on le souhaite procéduralement. Donc comment faire pour faire une texture procédurale dans Maya? C'est globalement assez simple. En fait, il va falloir déjà faire les UV de notre objet, puisque notre objet, pardon, on n'a pas d'UV. Ou alors peut-être il a des UV, je me souviens plus. Non, il n'a pas d'UV. Vous voyez bien que c'est un peu... Oh, quoique. S'il a des UV, même s'ils sont un peu en bordel, mais je pense que ça suffira pour le procédural, ouais. Maintenant, pour le procédural, ça ira. Ça ira, ça ira. Ok, très bien. Non, mais donc il y a pas d'UV, tout va bien. Donc il y a déjà des UV dessus, donc on va pas s'embêter avec ça. Si vous ne savez pas à quoi correspondent les UV, je vous invite à aller voir le tuto sur les UV qui explique comment on fonctionne, comment on déplie des UV, etc. Ici, on va simplement venir mettre un noise qu'on appelle procédural sur la couleur. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Mais je vous explique tout de suite. Alors, vous allez venir dans votre hypershade. Et ici, on a notre shader alien, vous voyez, avec le shading group. Shading group, c'est ce qui permet à Maya de assigner le shader au matériel. C'est ce qui permet de rendre le shader. Donc ça, c'est hyper important. Et c'est pour ça que tout à l'heure, notre shader était vert. C'est parce que simplement, ce shading group n'était pas relié à la standard. En fait, dans cette hypershade, on peut faire pas mal de trucs de manière nodale, donc de manière procédurale, et c'est super intéressant pour le rendu. Et on va pouvoir, par exemple, si on le souhaite, créer un noise. Si je tape tab, je peux écrire n'importe quoi et je peux taper noise, et là je vais avoir noise texture, qui est en fait un noise. Voilà, vous voyez cette texture là, très intéressant pour faire de la couleur, parce que ça va permettre d'amener un petit peu de, on va dire, de variation dans notre texture, notre couleur, notre peau de notre alien. Donc pour ça, on a notre noise. Et ici, derrière, on va venir mettre simplement... Ici, alors je vais supprimer le plugin de Mental Ray pour pas avoir des nœuds qui ne fonctionnent pas, sinon ce serait un peu bête. Donc je vais aller dans Plugin Manager. Vous ne devriez pas le faire si vous n'avez pas Mental Ray. Si vous l'avez, vous le décochez. Vous forcez, et comme ça, ça va vous enlever tous les shaders de Mental Ray. Ce sera beaucoup plus pratique. Voilà, et donc maintenant on a plein de nœuds qui ont disparu et c'est beaucoup plus pratique. Donc maintenant qu'on a ça, on a notre noise ici. On va pouvoir le faire passer dans un ramp. Donc on va pouvoir le faire passer dans un layer texture. Alors qu'est-ce que c'est un layer texture? C'est en fait un petit peu comme les layers de Photoshop en fait. Ça va être des calques qu'on va pouvoir superposer. Donc par exemple je vais pouvoir glisser si je souhaite mon noise dans mon layer texture ici comme ça. Je vais pouvoir supprimer ce calque là et en fait ça va de gauche à droite. Donc ce qui est à gauche est au-dessus et ce qui est à droite est en dessous. Comme dans Photoshop en fait. Vous avez en Photoshop vous avez au-dessus en dessous. Le principe de calque qui va au-dessus en dessous, c'est celui qui est au-dessus qui est prioritaire. Ici c'est celui qui est à gauche qui est prioritaire. Et ce qui va être intéressant c'est que je vais pouvoir mettre ici, rajouter si je le souhaite, voilà, en cliquant simplement dessus. Et ici ce calque je vais pouvoir changer sa couleur. Et je vais venir mettre un beige comme ceci. D'accord? Peut-être un peu plus jaune pour la peau. Et en fait celui-là, je vais dire qu'il ne soit pas en over, mais en produit. Et voilà, ce qui fait qu'on va avoir ces variations, d'accord? Peut-être même pas en produit, mais en peut-être overlay. Overlay, ce serait illuminate pour... Voilà, pour avoir ces variations. Alors, vous voyez que c'est très blanc, donc je vais venir dans le noise ici, et je vais venir faire attention à un petit peu changer, voilà, pour avoir quelque chose comme ça, vous voyez? Ici, on a des valeurs aussi très noires, donc on va venir un petit peu, voilà, baisser le threshold ici, et... Voilà, pour décontraster notre noise. Ceci étant fait, maintenant on va pouvoir foutre ça dans la couleur de notre shader. Donc maintenant, dans le viewport, notre alien redevient blanc, ce qui est normal puisque Maya n'arrive pas à avoir les textures dans le viewport parce que le viewport de Maya c'est vraiment quelque chose qui marche pas, clairement. Mais par contre, si vous faites ici rendu, vous voyez la couleur qui est bien différente et qui a des variations. Pour mieux le voir, vous pouvez vous mettre ici en perspective et faire play. Et zoomer un petit peu dessus pour vraiment avoir vos variations de couleurs. Donc vous voyez, on n'a pas tout le temps les mêmes couleurs. Alors vous voyez que notre objet est assez laid, d'accord? Il est laid parce qu'il est très sharp, très découpé. Ça vient du fait qu'il n'est pas smoothé. Simplement pour le smoother, il vous suffit de simplement sélectionner votre objet, d'aller dans ces informations de shape, ici, Facehugger Shape, et de simplement aller dans Arnold et de mettre un smooth. Le smooth va simplement subdiviser votre objet et l'arrondir. Il va permettre à votre objet d'être beaucoup plus doux, de ne pas avoir les faces en fait, d'avoir quelque chose de beaucoup plus sharp et beaucoup plus esthétique. Pour ça vous allez dans subdivision ici, donc je rappelle Arnold, subdivision, et là vous avez une none et vous mettez 4 clarks.
Là, il le subdivise une fois, on va le faire 2 fois. Tac. Voilà, là, vous voyez que c'est beaucoup plus rond, beaucoup plus doux, beaucoup plus propre. D'accord? Alors, vous voyez que on a aussi un autre objet, un autre problème, c'est qu'on voit vraiment pas mal de coupures ici. Vous les voyez. Si vous avez des problèmes aussi de mise à jour dans votre viewport, vous pouvez, si vous le souhaitez, faire simplement render et update scene. Alors, où est-ce que c'est? Update full scene. Voilà, voilà. Alors, vous voyez que malgré le fait que j'ai subdivisé dans Arnold, le rendu ne veut pas me subdiviser mon objet. D'accord, vous le voyez très bien ici, ça ne subdivise rien du tout. On a toujours ce côté très carré. Tac. Donc si vous avez ce problème-là, vous pouvez essayer de faire un rendu de base. Peut-être que c'est le Arnold Render View ici bug pas mal. Donc faites un rendu normal en cliquant sur ce petit bouton ici. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, faire un test résolution à 25% pour pas trop manger vos performances. Et vous voyez qu'on a toujours, je crois, le problème. Ouais, on a toujours le problème. Donc, ce n'est pas grave. Heureusement, il y a d'autres solutions. Donc, ça, c'est encore un bug de Maya parce que Arnold a été très mal intégré à Maya 2017, malheureusement. Donc, ce sont des choses qui arrivent. Ce n'est pas grave. Si vous avez ce problème, vous pouvez, si vous le souhaitez, désactiver la subdivision par Arnold et vous utilisez la subdivision de Maya. Donc, pour ça, il vous suffit d'appuyer sur le 3 du pavé numérique. Le problème avec cette méthode, c'est qu'il subdivise aussi votre viewport et ça va énormément ralentir vos performances visuelles dans le viewport. Pour ça, il y a une solution. Vous pouvez simplement aller dans, ici, Smooth Mesh. Et en fait, vous pouvez désactiver le Smooth Mesh Preview. En fait, c'est l'équivalent d'appuyer sur 1 ou 3. Vous voyez, si j'appuie sur 1, ici, le Smooth Mesh Preview se désactive. Si j'appuie sur 3, il se réactive. Et vous pouvez dire de ne pas utiliser les mêmes subdivisions au rendu. Vous pouvez dire, au rendu, j'en veux 2, mais dans mon viewport, j'en veux 0. Ce qui fait qu'on garde les performances du viewport, mais on a la subdivision au rendu. Allez, on reteste le rendu pour voir si ça a réglé notre problème. C'est bon, notre objet est bien subdivisé, vous voyez que c'est beaucoup plus doux. D'accord? Donc on peut revenir sur simplement la fenêtre de rendu, voilà, d'Arnold. Comme ça on voit un petit peu ce qui s'y passe. Et donc maintenant qu'on a notre couleur de peau, on va pouvoir venir gérer notre couleur de spéculaire. Donc comment fonctionne la spécularité dans les shaders d'Arnold? C'est très simple, vous venez ici dans votre shade alien et vous avez ici la spécularité. Alors ici vous voyez qu'il m'a mis un AI standard, un ancien AI standard. Je vais simplement faire un convert to new shader pour avoir les nouveaux AI standards, donc les AI standards surface. D'accord, ce sera beaucoup plus pratique que les vieux AI standards. Ici donc j'ai toujours la même couleur et tout. Et ici vous voyez que j'ai un curseur très intéressant qui s'appelle la Metalness. Donc c'est ce curseur Metalness, c'est hyper important parce qu'en fait c'est celui-ci qui va nous permettre de simplement créer en fait des objets métalliques ou non. En fait il faut savoir que dans la vie de tous les jours, les matériaux réalistes, il y a deux sortes de matériaux réalistes, il y a seulement ces deux matériaux-là. C'est les matériaux qui sont métalliques et ceux qui ne sont non métalliques. Les matériaux métalliques n'ont pas de diffuse, ils n'ont pas de couleur comme on a mis sur notre objet. C'est-à-dire qu'ils ne font que réfléchir la lumière, ils ne font que refléter la lumière, ils ne font que refléter leur environnement. Un miroir, du fer, tous les métaux quoi, reflètent leur environnement. Ils ne font que réfléchir leur environnement. Et c'est ça qui va leur donner leur couleur. Et ce qui vont refléter leur environnement de manière plus bleutée, plus jaune, comme l'or par exemple, là on va avoir leur couleur. Par contre, le plastique, qui est un matériau qui lui est dialectique, a une diffuse, c'est-à-dire qu'il va avoir une couleur de base. Par exemple, si je prends du toc, de l'or en toc, il va avoir une couleur jaune, mais par contre il va refléter l'environnement de manière blanche, c'est-à-dire que la réflexion d'un matériau dialectique sera toujours blanche, elle ne peut pas avoir une couleur, c'est impossible. En tout cas, dans la vie réelle, après vous faites ce que vous voulez en 3D. Donc, ici, notre alien, c'est un matériau dialectique. En fait, les matériaux dialectiques, c'est tous les matériaux qui ne sont pas des métaux. Donc là, c'est pas un métal. Donc, c'est un matériau dialectique. Donc, sa réflexion sera forcément blanche. Et ici, le curseur Metalness permet de dire si c'est un matériau métallique ou dialectique. Matériau métallique, matériau dialectique, pardon. Donc, métallique, dialectique. Le concept d'avoir une Metalness à 0,5 n'a absolument aucun sens. C'est comme si vous avez un matériau à moitié métallique et à moitié dialectique, ça n'existe pas en vrai. Donc on reste à 0 pour être dialectique et on va venir gérer notre spéculaire qui va venir s'additionner à notre diffuse, contrairement au matériau métallique. Donc
Sur le spéculaire, on va déjà gérer notre IOR. Notre IOR, l'IOR global est en moyenne de tous les matériaux de l'éthique est entre 1,3 et 1,5. La peau, on est autour des 1,33. Mais bon, c'est pas très important. De toute façon, c'est surtout souvent en curseur qu'on va gérer plutôt de manière artistique plutôt que très réaliste, puisque des fois on veut un peu plus de spéculaire, un peu moins de spéculaire, et c'est avec celui-là qu'on va le faire. Puisqu'en fait, l'index de réfraction va en fait gérer la manière dont le spéculaire va se propager sur la surface. C'est-à-dire que si vous avez un IOR très proche de 1, par exemple 1,01, on va voir le spéculaire seulement sur les bords de l'objet. Seulement vraiment sur les bords. C'est-à-dire que on va utiliser le Fresnel. Alors le Fresnel, je vais vous sortir une image de ce que c'est le Fresnel pour vraiment bien que vous compreniez. Voilà, en fait, voilà le Fresnel. Donc ici, je vais vous... Voilà, c'est très bien, c'est très belle image ça. Voilà ce que c'est le Fresnel. Donc si vous avez un IOR proche de 1, et ben là c'est votre réflexion, le blanc, et le noir, c'est où ça ne reflète pas. Donc plus l'IOR est proche de 1, plus le rond noir ici, vous voyez, est important. Plus ce sera seulement les bords de votre objet qui vont avoir le spéculaire. Et plus vous approchez votre Fresnel des valeurs 10, 15, 20, 30, 40, on va se retrouver avec un objet totalement blanc, donc une réflexion, on va dire, homogène partout. Donc... voilà, sachez qu'un index de réfraction à 1,3 correspond à peu près au Fresnel par défaut d'un matériel dialectique. Donc, nous on va mettre 1,3. Sachez qu'en fait, l'index de réfraction et le Fresnel sont intrinsèquement liés en fait. Ou vous modifiez l'un ou l'autre, mais c'est la même chose en fait. L'index de réfraction, donc l'IOR, va simplement modifier la puissance du Fresnel. En fait. C'est un petit peu le multiplicateur du Fresnel. Donc voilà, et ici on va pouvoir dire, bah écoute, j'ai mon Fresnel, j'ai ma couleur, voyons un petit peu ce que ça donne avec la spécularité. Vous voyez que ça ne donne pas grand chose de nouveau, puisqu'en fait notre spécularité est très douce, et est très roux. Donc la roughness de la spécularité en fait, c'est la rugosité du matériel. C'est-à-dire, est-ce que votre matériel est parfaitement lisse ou est-ce qu'il est rugueux? Qu'est-ce que ça veut dire techniquement parlant sur une image, avoir un matériel rugueux ou lisse? En fait, plus un matériel est lisse, plus il va renvoyer la lumière de manière homogène. C'est-à-dire que plus le matériel est lisse, plus il va vraiment refléter la lumière telle qu'on lui renvoie. Par exemple, un miroir est un matériel qui est extrêmement lisse puisqu'il renvoie la lumière parfaitement. Quoi. C'est vraiment un miroir, il renvoie la lumière de manière extrêmement lisse. Par contre, si votre matériel est rugueux, donc s'il y a des micros, on va dire, des micro artefacts au niveau de la surface qui font que ce n'est pas lisse, la lumière ne va pas être renvoyée de manière linéaire, elle va être déviée dans tous les sens, et c'est ce qui va donner une réflexion qui sera floutée, et plus la réflexion sera floutée, plus la rugosité sera élevée. Regardez, je vais mettre la rugosité à 0, c'est-à-dire que mon matériel est totalement lisse, regardez un petit peu le rendu, il a du mal à se mettre à jour sur le rendu, encore une fois, vous relancez, ça peut arriver, non il veut pas. Après, vous avez du mal à voir ce que ça fait sur votre rendu ici. Ce n'est pas grave, vous pouvez utiliser en fait les debug shading. Ici, vous avez un petit peu un debug shading et vous pouvez venir lancer un petit peu pas mal de choses. Seulement le lighting par exemple, si vous le souhaitez. Voilà, j'ai que le lighting par exemple. Je peux aussi gérer l'occlusion par exemple. Voilà, pas mal de choses très intéressantes et ce qui va vraiment nous servir à nous. Ici, pas ça en fait. D'accord, donc pas disable. Mais autre chose, c'est ceci. Si vous avez beauty, si vous voulez beauty, vous allez voir en fait qu'on peut faire pas mal de choses. On va pouvoir regarder que la réflexion, que la diffuse, et ça nous permet de vraiment comprendre ce qui se passe sur notre objet. Pour ça, comment ça marche? Vous allez simplement venir dans vos options de rendu et vous allez venir rajouter des passes. Et en fait, les passes, c'est pour décomposer votre shader. En fait, vous allez pouvoir décomposer votre image avec que la diffuse du shader, que la spéculaire, que la translucence, etc. Donc pour ça, il suffit d'aller dans votre render layer et il vous suffit de cocher diffuse pour la diffuse. Alors j'expliquerai peut-être dans un autre tutoriel toutes les autres qu'est-ce qu'elles veulent dire, mais spéculaire pour la spéculaire. Alors il faut appuyer sur CTRL pour en mettre plusieurs. Voilà. Tac. Et pour l'instant on va juste laisser là-dessus. Hop, tac. Et là je vais faire close. Et maintenant quand je vais dans diffuse ici, alors il faut encore une fois updater, c'est vraiment super relou mais c'est comme ça. Hop, tac. Je n'ai que ma diffuse, vous voyez. Voilà. Là il me rend que ma diffuse. Aucun spec. Et si je mets mon spéculaire, là je n'ai que mon spéculaire. Vous voyez que mon spéculaire est totalement noir. C'est normal, pourquoi? Parce qu'en fait, regardez bien, dans mon shader alien, mon spéculaire est à 0. Si je le mets à 1, tac, voilà, mon spéculaire est apparu. Donc ça c'est mon spéculaire. Je vous ai dit, dans la référence, on a vraiment un spéculaire qui est très
très sharp, vous voyez. Il y a beaucoup de ces... Le spéculaire est vraiment très... comme si c'était vraiment humide. Donc plus un objet est humide, plus il est lisse par défaut, parce qu'en fait c'est l'eau qui est reflétée et non pas l'objet. Donc plus il est lisse, moins il est rugueux, donc on va mettre la rugosité plus faible. Voilà, on aura quelque chose voilà, de beaucoup plus comme ça. Alors là c'est peut-être un peu abusé, peut-être un petit peu... Voilà, ça me paraît pas trop mal. Après on va venir jouer avec d'autres paramètres pour vraiment casser un peu ce truc lisse, mais c'est ça qu'il nous faut. D'accord? Si je me mets en beauty maintenant, voilà, vous voyez, c'est exactement ça. Là on a quelque chose de beaucoup plus lisse. D'accord? Je vais peut-être même encore un peu plus loin. Ouais. Rappelez-vous, le spéculaire ne peut que être bleu. Pareil, vous n'avez pas le droit d'utiliser le weight pour gérer le spéculaire, d'accord? Ça c'est interdit. Enfin, c'est interdit, vous faites ce que vous voulez, mais je veux dire, ce n'est pas cohérent de manière mathématique. Sur votre objet, ce ne sera jamais cohérent de faire ça si vous comparez à la réalité. Si vous voulez avoir quelque chose de cohérent, il vous faut absolument utiliser l'IOR. L'IOR, c'est ça qui va gérer votre spéculaire. C'est-à-dire que c'est lui qui va dire, voilà, plus l'IOR est important, je vous dis, plus on va refléter sur tout l'objet, plus l'IOR est proche de 1, plus on va refléter seulement sur les bords. Et en fait, c'est ça qui gère la puissance de votre spéculaire. Donc je vous conseille d'utiliser l'IOR, c'est beaucoup plus réaliste. Alors, vous voyez que notre spéculaire est vraiment très homogène. On va pouvoir casser un petit peu cette homogénéité en faisant comme la couleur, on va pouvoir venir mettre une map dans la roughness. C'est-à-dire que notre objet va avoir des endroits plus ou moins rugueux que d'autres. Et ça, c'est vraiment important pour donner du réalisme à vos objets, parce qu'en fait, n'importe quel objet dans le monde n'est jamais rugueux à 100% de la même manière partout. D'accord? Donc pour ça, pour que en 3D on ait des objets qui ne soient pas rugueux de la même manière partout, et ben, de la même manière que la diffusion, on va venir mettre une map dans la rugosité. Donc une map de noir et blanc qui va dire noir je ne suis pas rugueux, blanc je suis rugueux, et en fonction de la position sur l'objet, on aura une map qui va se dessiner. Donc pour faire ça, vous allez simplement dans votre Hypershade, et ici, vous allez venir simplement mettre votre noise ici, tac tac. Dans ce noise, vous allez cocher simplement la case ici, alpha illuminance. Hyper important pour avoir vraiment que le bout alpha là, ce soit en fait votre noise en noir et blanc. Sinon, ça marche pas. Donc c'est un peu du... Voilà, il faut absolument le faire, c'est très important. Et ici, vous allez simplement mettre ce qu'on appelle un clamp. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'un clamp? Un clamp, c'est simple, c'est vous mettez une valeur dans input ici. Ah, vous pouvez même mettre une couleur. Donc, vous mettez une couleur, tac. Et vous pouvez définir en sortie un minimum et un maximum. Ce qui va faire que si votre minimum, par exemple, je sais pas moi, c'est 0,2, et ben votre roughness ne pourra pas dépasser 0,2. En fait, il va venir mettre vos valeurs qui vont de 0 à 1 pour l'instant, du noir au blanc. Il va venir les caler entre les deux valeurs que vous voulez. En fait, il va venir les rapprocher. Il va venir faire ce qu'on appelle un clamping. Donc, c'est-à-dire qu'il va venir mettre à l'échelle vos valeurs. Et c'est hyper intéressant. Comme ça vous permet vraiment de gérer la rugosité minimum et la rugosité maximum par rapport à une map. Donc, vous allez mettre l'output dans, ici, seulement le R. Vous n'êtes pas obligé de vous embêter avec le reste des valeurs. On a juste le R, parce qu'on veut juste une valeur, nous, pas de 3 valeurs. Le R dans simplement la spéculaire roughness. Ici, comme on fait sortir que le R, vous pouvez jouer qu'avec le R. Donc moi, j'aimerais que la roughness soit entre 0,05 et par exemple, ici, le max, ce serait 0,2. On va tester ça déjà, on va voir ce qui se passe. Voilà, alors pour mieux comprendre ce qui se passe, je vous invite encore une fois à aller juste regarder votre map de spéculaire. Voir un petit peu si je joue, si je mets par exemple 0,05. Voilà, vous voyez qu'on a une spécularité qui est moins... Alors, je fais une petite erreur, moi. Alors, je vais vous montrer un petit peu ce que je fais. En fait, je joue simplement avec le ramp, hein, ici, le clamp. On a une spécularité qui est moins homogène, plus... Voilà, elle bouge plus. Vous voyez, là, je suis à 1 et pourtant, j'ai encore des matières qui reflètent beaucoup, donc c'est assez intéressant. Je vous conseille presque, pourquoi pas, de venir un petit peu contraster votre noise. Donc pour ça, il vous suffit de le dupliquer en faisant un CTRL-D, d'accord? Alors je vous montre ici, donc je fais un CTRL-D du noise. Vous faites un CTRL-clic de molette pour vraiment venir de l'icône à l'icône pour refaire en fait les connexions par défaut des deux nœuds. Et ici, de la même manière, vous venez remplacer la couleur ici, d'accord? Ce qui va permettre de prendre ce noise ici, d'accord? Et de venir simplement... Alors, je vais venir désactiver ce 2 minutes qui est rendu, voilà. Et de venir simplement ici prendre ce noise et de venir le contraster, d'accord? Donc ici je vais venir le contraster, quand vous appuyez sur solo ça vous permet de voir la map directement. Je le contraste, hop, donc voilà, d'avoir quelque chose de plus, ouais, plus comme ça, d'accord? Ça, ce sera plus intéressant, et peut-être d'avoir un ratio un peu plus important, ouais.
On va peut-être pas utiliser un noise pour le trop rond. Les noise sont trop ronds pour peut-être le roughness. On va utiliser une fractale. Une fractale, c'est un autre, en fait, c'est un autre grain qui est différent. Alors, on peut supprimer la paye sur les textures, utiliser la même que le noise, puisqu'en fait, le paye sur les textures, c'est juste ce qui place la texture sur les UV. Et vos UV sont tout le temps les mêmes. Vous pouvez utiliser un seul paye sur les textures si vous placez vos UV de la même manière partout. Et là, c'est ce qu'on fait. Là, on va venir pouvoir maintenant mettre la couleur, l'alpha ici dans alpha illuminance, tac, dans simplement le R, et on sort du R, je vous rappelle. On va pouvoir voir un petit peu ce que ça donne au niveau du rendu. Voilà, on a quelque chose, ouais, on a quelque chose avec beaucoup plus de détails, beaucoup plus intéressant que le noise, vous voyez. Donc ça, c'est cool. Donc on va rester là-dessus. Voilà, donc maintenant, je vais revenir sur la beauty. Ouais, on a quelque chose de plus intéressant. On va voir un petit peu là, sur mon input, je suis quand même à 1 maximum, mettons 0,5 pour avoir quelque chose de plus, qui reflète un peu plus, avec plus de... moins de rugosité justement. Vous voyez, si je mets par exemple ici 0,1, c'est hyper lisse. Donc je vais mettre 0,5. 0,5 ça me paraissait pas mal. On va rester là-dessus. D'accord? Donc là on commence à amener un petit peu de matière à notre alien. Pour avoir vraiment quelque chose de plus tangible et de moins lisse, de moins homogène. En fait, on va dire pour avoir un shader qui soit réaliste, il faut absolument qu'on ait quelque chose qui soit pas homogène. S'il est homogène, tout de suite on a quelque chose qui fonctionne moins, quoi. Donc maintenant qu'on a ça, on va pouvoir s'occuper de la transluance, puisque il manque encore deux choses dans notre alien. C'est le fait qu'il manque du détail sur la... Vous voyez, tout est lisse. Il faudrait qu'il y ait du détail dans le volume de l'alien. Il faudrait qu'il y ait des petites rides, des choses comme ça. Vous allez voir, c'est pas compliqué à faire. Et il nous manque aussi surtout de la transluance, ce qui fait qu'en fait votre alien, en fait, s'il reste une lumière à ce niveau-là, il va rougir dans ses pattes, parce que votre alien il n'est pas totalement opaque. La peau, quand vous mettez de la lumière derrière votre main, vous voyez la lumière ressortir rougeâtre derrière votre doigt, par exemple. Bah, c'est ça en fait la transluance. Donc on va mettre de la transluance sur notre alien avant de mettre du bump. Donc la transluance, elle est ici dans subsurface, d'accord, ou dans transmission. Alors la transmission, c'est plutôt pour tout ce qui est transparence plutôt que transluance. La différence entre transparence et transluance, elle est super simple en fait. Ça veut dire que la transparence, on va avoir des rebonds de lumière qui vont simplement rentrer dans l'objet et sortir de l'objet, d'accord. Donc par exemple un verre, la lumière rentre dans l'objet, elle sort de l'objet, c'est transparent. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça la transmission, la transparence. Par contre, le subsurface, donc la transluance, c'est la peau. La peau, le rayon de lumière, avant de sortir de l'objet, il fait plein de rebonds dedans. D'accord? Il ne fait pas juste, je rentre, je sors. Il rentre, il fait plein de rebonds à l'intérieur et il sort. Et ça, c'est super important parce que ça fait, en fait, le subsurface, c'est un petit peu la transparence, mais hyper flou. D'accord? Et le fait que ce soit flou, c'est parce qu'il y a plein de rebonds à l'intérieur. Et c'est pour ça qu'on va utiliser la transluance, parce qu'elle est mieux optimisée, parce qu'elle est vraiment faite pour ça. Alors que si on utilisait de la transparence et qu'on floutait à fond, bah, ce serait super lourd. Et on aurait peut-être le même résultat, mais on aurait quelque chose de beaucoup plus lourd à rendre et beaucoup moins optimisé. Donc on va utiliser le subsurface, donc c'est bien la transluance, le subsurface, c'est la même chose. Et je vais pouvoir mettre son weight à 1. D'accord? Je fais play, voilà ce qui se passe, mon objet devient blanc. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors sachez aussi que les paramètres de subsurface sont des paramètres qui sont relativement lourds aussi, donc faites attention aussi à ça. Mollo sur ces trucs-là, mais bon, là on n'a pas le choix. Si on veut apporter un peu de matière sur notre objet, on va devoir mettre un peu de subsurface. Vous avez le poids ici. Le poids, c'est-à-dire ça va être la puissance du subsurface. Est-ce qu'il y a beaucoup de subsurface? Est-ce qu'il n'y en a pas beaucoup? Est-ce que votre subsurface est plus ou moins fort à certains endroits? Et la réponse est oui. On va avoir des endroits qui auront beaucoup plus de subsurface que d'autres, et on va voir comment ça fonctionne après. Mais avant, on va certainement gérer la subsurface couleur. En fait, la couleur du subsurface, c'est simplement, voilà, est-ce que votre objet est transparent avec... est-ce que l'intérieur de votre objet, il est bleu, il est rouge, il est vert? Donc c'est ça. Donc nous, la peau, souvent, on a quelque chose de plutôt rougeâtre. Donc on va venir ici chercher la couleur rouge ici, et qu'on va venir un petit peu... voilà, orangé comme ceci. Faisons play. Voilà ce qu'on a. Vous voyez que notre subsurface est beaucoup trop important, d'accord? Donc ça ne va pas, mais on va y revenir après. Ici vous avez le radius, la couleur du radius, d'accord? La couleur du radius, c'est très important parce que plus cette couleur-là sera grande, plus votre subsurface va le moins possible réagir. En fait, il faut savoir que la différence aussi entre le subsurface et la transmission, c'est que le subsurface sera de moins en moins fort si l'épaisseur de votre objet est élevée.
C'est-à-dire que plus votre objet va avoir une épaisseur qui sera forte, plus la transmission sera faible. C'est-à-dire que sur les petites parties fines, on va bien voir la subsurface. Par contre, sur les parties épaisses, on va moins voir la subsurface. C'est ça, le radius. D'accord? Donc pour ça, pour bien voir notre subsurface, on va faire comme tout à l'heure. On va aller dans nos paramètres de rendu et on va venir choper SSS, qui veut dire Subsurface Scattering. D'accord? Donc c'est exactement ça qu'on veut. En fait, vous l'augmentez, voilà. Vous pouvez fermer ça, vous pouvez fermer cette fenêtre et la rouvrir pour qu'elle s'update, parce qu'elle ne s'update pas en temps réel. Et vous venez ici dans SSS. Maintenant, je n'ai que mon SSS, vous voyez. Alors, vous voyez qu'il galère un peu parce que c'est un paramètre qui est assez long à rendre. D'accord, mais là, je n'ai que mon SSS. Et là, on voit que c'est l'inverse. On voit que j'ai plus de SSS au milieu qu'à l'extérieur, alors que ça devrait être l'inverse. Donc pour ça, en fait, il suffit de baisser mon radius pour être plus cohérent. En fait, le radius de base est clairement le plus cohérent de base. Et ici, on va pouvoir venir gérer le scale. Et en fait, le scale, c'est juste un multiplicateur. D'accord? Donc plus il est important, moins on voit le SSS, moins il est important, plus on voit le SSS, d'accord? Donc utiliser le scale en tant que multiplicateur et la couleur du radius, c'est pour utiliser une map par exemple de couleur dessus, mais c'est pas très important, d'accord? Donc voilà notre SSS de notre objet. Donc vous voyez c'est vraiment en fonction de l'épaisseur de l'objet, en fonction de la direction de lumière aussi que ça crée. Vous voyez que les pattes ici vont avoir un peu plus de SSS que par exemple la partie ici élevée. Donc c'est quelque chose d'hyper important. Le SSS, c'est ce qui va vraiment donner un petit peu la sensation que votre objet est entier, il est plein. Donc c'est ça en fait, c'est hyper important. Donc pour gérer notre SSS, on va venir mettre une map dans le scale. Et oui, comme je vous ai dit, le scale c'est ce qui gère notre SSS. S'il est à 10, on voit rien. Si je le mets à 100, par exemple, vous allez voir que notre SSS sera à 0. Enfin, notre SSS sera noir. Vous voyez, plus de SSS. D'accord? Et si je le mets à 1, notre SSS on le voit à fond. Donc c'est dans le scale qu'on va mettre une map. Donc pour ça c'est très simple. On pourrait aussi mettre la même map dans le radius, hein, c'est la même chose, puisque je vous ai dit que l'un multipliait l'autre. Donc bon. Pour ça on va venir choper la map de noise de base et on va la dupliquer. Bon non, on va peut-être reprendre la map de fractal. La map de fractal souvent on met plus de détails. Alors, hop, je vais mettre ça pour bien que vous voyez ce que je fais. Donc j'ai dupliqué la map de fractal. Je vais simplement faire comme tout à l'heure. CTRL-clic de molette de icône à icône pour refaire les connexions par défaut. Et en mettant une map dans le scale, je vais pouvoir faire comme s'il y avait des perturbations dans le SSS, comme s'il y avait des objets, des objets à l'intérieur de l'objet qui laissaient passer plus ou moins la lumière, comme des veines, des organes, etc. Et donc ça, pour faire ça, je vais venir faire ça. Je vais remettre un clamp, d'accord? Ce clamp, je vais mettre l'input color R dans l'input color R ici. Et je vais venir dans ce clamp dire que je veux un minimum et un maximum. Et le maximum, c'est 100. Puisqu'on a dit que 100 ça l'arrêter, donc maximum 100, d'accord? Et oui, parce qu'en fait on peut dépasser les valeurs supérieures à 1 et c'est vraiment là que ça devient hyper intéressant. Et le minimum ce sera, bah oui, ce sera 1. Et maintenant on va venir simplement rebalancer ça dans notre scale ici. Alors si ça fonctionne pas, ça se peut que ça fonctionne pas si les valeurs deviennent juste toutes blanches, ça peut arriver. C'est pas grave, on va utiliser le scale au-dessus. Donc pour ça, output R et vous venez le mettre simplement dans scale. Alors subsurface, alors il n'y est pas, vous voyez subsurface color, subsurface radius, etc. C'est pas grave, on va simplement pas s'embêter. On va venir mettre ici 1, ici 0 et on va venir mettre simplement ça dans la subsurface radius ici, tout simplement. D'accord? Je peux faire play pour voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, vous voyez que j'ai beaucoup plus de variations sur mon objet. Même si pour moi ça reste encore trop fort. Pour ça il suffit de venir dans votre clamp et de jouer avec. Hop, donc vous venez jouer avec votre clamp ici. Voilà, et vous venez mettre par exemple, je sais pas, 0,5. Voilà la différence. Vous voyez que c'est assez lourd à rendre le SSS, hein. Ça il n'y a pas de secret malheureusement. 0,1. Et on va venir contraster un petit peu notre fractal peut-être. Donc pour ça vous venez sélectionner votre fractal ici, dans votre hypershade, en cliquant là. Et vous venez jouer avec ces paramètres. Donc tac, on va venir la contraster. Voilà. On va voir un petit peu ce que ça donne. Ouais, voilà, on a quelque chose de plus intéressant là. Ici, ouais, on a des endroits plus ou moins avec plus ou moins de SSS. Je vais venir baisser le niveau de détail. Là, je trouve qu'il y a trop de détails, ce qui fait qu'on a du mal à voir ce qui se passe. Donc, je vais baisser le niveau de détail simplement en venant ici dans ratio. Et je vais pouvoir augmenter ou diminuer cette valeur.
et ça va ou non simplement augmenter la puissance du contraste, et après le frequency ratio va augmenter la taille du noise. Alors, petite astuce très sympa, vous pouvez, si vous le souhaitez, cliquer ici sur ce petit icône là qui va permettre de voir sur votre objet seulement les trucs sélectionnés. Donc c'est hyper intéressant, c'est-à-dire que si je sélectionne mon objet et je sélectionne mon fractal, je ne vois que mon fractal, regardez. Alors, bien sûr, ça ne marche pas, ça aurait été trop beau. Ah, vous pouvez voir votre clamp. Alors, le fractal ne marche pas, mais vous pouvez voir votre clamp. Très intéressant de voir seulement son clamp. Ça vous permet de voir un petit peu ce qui se passe si je mets 1. Voilà. Si je mets 0,5. Vous voyez. Donc, on va mettre 1 ici. Et vous rappelez-vous, dans votre objet, ce qui est hyper important, on va se remettre en SSS. Hein. Ce qui est vraiment hyper important, c'est que dans votre shade alien, c'est que plus le scale, enfin plus le radius est élevé, d'accord, rappelez-vous, plus le radius est élevé, plus on va avoir quelque chose qui va être moins fort, d'accord. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment comprendre que c'est inversé. Ce qui va être noir dans le clamp sera en fait la force du SSS. Donc quand ce sera noir, le SSS sera plus puissant, et quand ce sera blanc, le SSS sera moins puissant. C'est vraiment inversé, donc il faut faire attention. On peut venir resélectionner notre clamp, tout simplement. Tac, ici, voilà. On a notre clamp. Ici je vais mettre 1. Ici je vais mettre 1. Alors, il s'est pas updaté, je sais pas pourquoi. On va réessayer. Voilà, on a notre clamp. Donc rappelez-vous, ce qui est noir, c'est ce qui sera fort, ce qui est blanc, c'est ce qui ne sera pas fort. Donc, on va mettre 10 ici, pour vraiment avoir quelque chose de plus fort. Et non, parce que c'est une couleur, donc ce sera 1. Et après, on va venir dans notre shader, en sélectionnant notre shader, voyez ce que ça nous donne. Ici. Alors, on va revenir dans notre SSS. On va pouvoir voir ce qui se passe. Ça devient plus intéressant. Déjà, on va baisser un petit peu le ratio ici. Frequency ratio, vous pouvez le baisser. C'est la taille du noise. D'accord? Donc voilà, il est baissé. On a quelque chose déjà aussi de beaucoup plus intéressant. On va mettre à 1,5. Ceci étant fait, on va revenir sur la beauty, et là on va faire play, et là on va voir que ça va pas du tout parce que notre objet est totalement rouge. C'est normal, c'est le weight du spéculaire qui est trop important, et là on va pouvoir jouer un petit peu la puissance du spéculaire par rapport à notre objet. C'est très simple, vous sélectionnez votre objet, et là vous avez le weight, et vous venez le diminuer. Voilà, voilà, là ça devient plus intéressant. Vous voyez là un petit peu la différence? Regardez si je ne mets pas, tac. Voilà, là c'est noir, j'en mets à 0,2 par exemple, voilà. Vous voyez un petit peu la différence? C'est ça qui fait que votre objet est vivant. D'accord? Donc je vais laisser à 0,2 pour l'instant, ça me paraît bien. Je changerai après si je vois qu'il faut que je change. Allez, dernier petit truc pour vraiment venir rajouter du détail à notre objet, parce que pour l'instant, on va être clair, notre objet, il est extrêmement lisse, d'accord, il est extrêmement lisse et un petit peu moche, pour être franc avec vous. On va rajouter du détail à notre objet. Pour ça, il faut utiliser ce qu'on appelle le bump. Le bump, c'est quoi? C'est en fait du faux détail. C'est du détail qui n'est pas vrai. C'est du détail qui va nous permettre de faire croire que notre objet est détaillé, alors que non, en fait, ça va perturber la diffusion de la lumière sur notre objet. Je ferai un cours entier sur le bump et la normal map un autre jour, mais voilà, retenez ça, ça perturbe la lumière et la diffusion de la lumière sur notre objet. D'accord? Ça fait croire à du détail alors qu'il n'y en a pas. Pour ça, c'est très simple. Il suffit de créer ici dans votre hypershade un nœud bump. Donc, vous faites créer bump 2D. Et vous venez mettre dans la bump value l'alpha de la fractale de la réflexion, par exemple. Ici, tac. Et vous venez mettre dans la normale, l'out normale. Ici, vous venez mettre ça dans normal caméra de votre shader. Maintenant, si je fais play, regardez ce qui se passe. Vous allez voir, c'est très bizarre. Voilà. Voilà ce qu'on a. Donc on a un objet qui devient tout noir, très bizarre. On va essayer de comprendre pourquoi juste après. Donc vous voyez, ouais, on a un objet qui est tout noir, tout bizarre. Ça vient du bump. En fait, c'est le bump qui est beaucoup trop fort ici en fait. Et donc en fait, pour vous montrer un petit peu la force du bump, on le voit là. Voilà, il est comme ça le bump ici. Donc là, quand il est trop fort, ça ne ressemble à rien, ça enlève toute notre spécularité, c'est très bizarre. Donc on va pouvoir venir baisser ce bump évidemment en cliquant sur le nœud du bump ici. Pour ça, il vous suffit d'aller hop dans votre bump, vous venez le sélectionner via ici dans géométrie. Vous avez bump mapping, cliquez ici, tac. Et ici, non,
voilà, vous vous retrouvez avec le nœud, le bump 2D, d'accord. Et ici, vous avez la bump def qui va servir à gérer votre bump. Alors, je vais juste mettre pour l'instant seulement en rendu, ici dans 2 tuning, le lighting, pour ne pas avoir le STS, parce que le STS c'est genre, ah, le lighting ne rend pas le bump, donc on est niqué. Basique peut-être, oui, basique, non, non plus ne rend pas le bump. Bon, alors, ce qu'on va faire, c'est que pour travailler plus efficacement, on va supprimer 5 minutes le STS, parce que le STS c'est assez lourd à rendre, donc on va le mettre à 0, rappelez-vous c'est 0,2, hein. Et on va venir après, ici, choper le bump, d'accord, et jouer avec. Donc vous venez ici dans Beauty, vous virez ce que je viens de mettre là de debug, voilà, et voilà, on va venir rajouter le bump. Donc le bump, on est souvent sur des valeurs entre 0,01 et 0, voilà, on voit que c'est encore trop fort, on voit toujours rien. Ça commence à être un peu plus intéressant. Voyons plus ce que ça donne sur la diffuse, rien du tout. Sur le spec, on a des choses un peu plus intéressantes, vous voyez. Voilà, c'est ça que ça donne. Ça, c'est du bumps là. Là, on commence vraiment à rentrer dans le détail. Là, on voit qu'on a quelque chose. Donc ça, c'est hyper intéressant. Donc on va rester là-dessus, c'est pas trop mal. Parce que si je mets 0,10, on a quelque chose de mieux. On va rester à 0,10, je pense. Le 0,10 c'est pas mal. Quoique, il me casse un peu... Enfin, il me casse vachement de spéculaire quand même, hein. On a beaucoup moins de spéculaire qu'avant. On va peut-être diminuer la map en elle-même. Donc pour ça, il suffit d'aller gérer la map de fractal du spec. Ah oui, donc elle est déjà dans le spec. Bon, non, ça devrait aller quand même. On va rester là. Ouais, c'est pas trop mal quand même. On a du détail, hein. Maintenant, si je reviens dans la beauty, donc vous voyez que là, voilà, la diffuse, pareil, j'ai mon détail qui vient se mettre. Dans la beauty, voilà, j'ai mon détail, j'ai ma spec, j'ai tout ce qu'il faut. Par contre, bah déjà, mon objet maintenant avec le bump, je trouve qu'il manque un peu de spec. Donc on va venir jouer avec la roughness ou avec l'IOR pour vraiment rajouter un peu de matière. On va le mettre à 0,5, à 1,5 l'IOR. Voilà, donc je vous dis comme ça, l'IOR, on part d'une valeur réaliste et après on peut venir jouer avec plus ou moins pour rajouter un peu plus de spéculaire ou pas. Là, je vais en rajouter un peu plus. Ouais, on est pas mal là, je trouve ça un peu mieux. Et après, on va venir, voilà, on va venir, donc pour la fin du tutoriel, enlever ces carrés un peu moches ici, d'accord. Donc on va venir remettre le spec à 0,2, ici, le spec, la transparence, je veux dire, voilà. Et après, on va venir enlever ces carrés, et ces carrés, c'est juste en refaisant les UV. Alors, je pensais que ça n'allait pas poser de problème, mais vous voyez que si ça pose des problèmes, on a des grosses coupures quand même. Donc pour ça, il vous suffit de prendre votre objet, d'accord, de venir dans Modeling, UV, UV Editor, d'accord, et vous faites sélectionner tout, d'accord, allez, UV Shell, vous sélectionnez tout ici, et vous faites un non-wrap, d'accord, donc Shift clic droit, et vous faites un non-fold, pardon. Si ça ne marche pas, alors vous pouvez désélectionner votre objet. Si ça ne marche pas, bah, vous voyez en fait qu'il y a une seule face, en fait le reste, il n'y a rien dessus, quoi. Donc c'est un peu triste, c'est pour ça que ça marche pas du tout. Si ça ne marche pas, vous prenez simplement votre objet entier, voilà, comme ceci, et vous faites un UV automatique, d'accord, on va pas s'embêter pour l'instant. Voilà. Maintenant que votre objet est en UV automatique, on va pouvoir faire ce qu'on appelle un non-fold. Donc vous prenez votre objet et vous faites un non-fold. Vous prenez votre objet, vous sélectionnez tout, vous faites un non-fold. Il ne fait rien, ça veut dire qu'il n'y a plus rien à déplier. Ça c'est le bug de 2018 ou 2017 qui veut plus faire d'unfold, on ne sait pas pourquoi. C'est nouveau, c'est pas grave. Alors, vous allez prendre ces 4 parties là qui sont les ongles de votre alien, vous allez les scaler, les faire toutes petites, parce qu'en vrai, ça n'a aucun sens qu'elles soient si grandes. Et vous allez grandir ces parties là, qui elles ont besoin d'être beaucoup plus grandes. Voilà, alors c'est pas les UV du siècle, d'accord, on va voir si ça passe. Si ça passe pas, bon, on refera les UV tranquillement le cours prochain. Logiquement ça devrait aller. Tac. Donc vous pouvez prendre votre objet, faire un shift clic droit et ou clic droit, je sais plus, shift clic droit. Ah, je me trompe de bouton. Shift clic droit et faire un simplement layout et layout UV pour qu'ils les remettent tous au bon endroit. Alors ça marche pas non plus, c'est vraiment une blague. Ok, il y a pas mal de trucs qui marchent plus dans 2017, hein. Ouais, alors ici vous avez le Swap, le Arrange and Layout.
Et layout, non, ça marche pas non plus. Ok. Bon, bah écoutez, le layout marche pas non plus. C'est vraiment la blague. Y a rien qui marche sur ce logiciel, c'est dingue. C'est pas grave. On se retrouve là. On va refaire le rendu. Voir un petit peu si on a perdu ce côté tout cassé. Voilà, ouais. On a quand même quelque chose de plus sympathique que tout à l'heure. On a moins ces coupures qu'on avait dues aux UV. Maintenant, je vais me mettre dans ma persp 1. Je vais faire un play. Et voilà, j'ai mon alien qui est, voilà, qui a un shader qui est cohérent, réaliste. À vous de jouer avec, mettre un peu moins de subsurface, plus de subsurface. Moi perso, je trouve qu'il y en a un peu trop là. Je vais mettre peut-être 0,1. Je le trouve un peu transluant le truc. On dirait que voilà, ouais, je trouve ça un peu mieux. Et c'est ce qui va donner le réalisme à vos objets, de jouer avec ces shaders et vraiment de comprendre comment ça fonctionne de manière réaliste. Si vous voulez en savoir plus sur les shaders, je vous invite à regarder ce qu'on appelle les PBR matériels. C'est avec quoi on travaille maintenant aujourd'hui en animation et dans le jeu vidéo. C'est les Physically Based Materials, c'est-à-dire que on va utiliser des matériaux qui sont physiquement corrects, qui utilisent des calculs physiques corrects par rapport à la réalité. C'est exactement le cas des matériaux Arnold, des nouveaux matériaux Arnold, depuis la Arnold 5. Avant, c'était pas le cas, maintenant c'est le cas. Donc, utilisez ce concept des physically based matériels. N'hésitez pas à aller voir sur internet un petit peu comment ça fonctionne. Et c'est ça qui va vous permettre d'avoir des shaders réalistes et cohérents. Sur ce, moi, je vous souhaite de bien vous amuser, de bien texturer un petit peu votre alien, de vous amuser à le shader. Et puis, la semaine prochaine, on va voir un petit peu comment faire le shader de l'humain, qui sera forcément, voilà, encore un autre challenge à effectuer. Donc, je vous dis à la semaine prochaine, je vous dis du bon courage, je vous dis surtout, amusez-vous bien. Allez, bye bye.